Nous rejoindre, nous recevons sur ce plateau Moussa Aga Acharatouman, membre de la commission défense du Conseil national de transition. Avec lui, nous allons parler de l'actualité, car vous faites l'actualité avec cette phrase qui fait la une, je cite, « Attaquer une citerne, c'est comme attaquer une femme enceinte ». Dites-nous, c'est quand même un crime de la part des auteurs. Absolument, c'est un crime, c'est une métaphore que j'ai utilisée hier soir sur les antennes de TV5 Monde pour décrire un peu, vous faites le côté lâche en réalité de ces attaques qui visent des citernes, parce qu'une citerne, elle est conduite d'abord par un civil et ce qu'elle transporte c'est pour des pauvres populations civiles, alors que généralement quand on parle du Mali ou quand on parle des actions des groupes terroristes, généralement on a tendance à mettre l'accent sur le fait qu'ils s'en prennent à des forces aguerries, ils attaquent des camps, ils prennent des villes, alors que c'est tout le contraire. Attaquer une citerne, comme je suis d'un milieu où la femme est extrêmement respectée, protégée, vulnérable, et donc j'ai fait cette comparaison uniquement dans ce sens-là pour dire que c'est très lâche de leur part de faire justement de ces citernes-là des cibles. C'est ce qui montre un peu du côté faible et inhumain en réalité de ce groupe terroriste. En tout cas, ça a été compris. Monsieur Acharatouman, c'est un fait aujourd'hui, le Mali est victime d'une cabale médiatique de la part des médias occidentaux faisant croire que Bamako est asphyxié. Que dites-vous face à ce montage grotesque, si je peux le dire ainsi? Il est très grotesque parce que tout simplement, il ne repose absolument pas sur la réalité. Aujourd'hui, malheureusement, notre pays, comme certains de nos voisins, comme le Niger et le Burkina Faso, nous sommes victimes de ce qu'on appelle, entre guillemets, la guerre informationnelle. Et la guerre informationnelle, c'est gagner sans combattre, et c'est en utilisant l'esprit de nos populations comme un champ de bataille. Je m'explique, parce qu'aujourd'hui, qui connaît la réalité au Mali, c'est en réalité que Bamako est très loin d'être une ville non seulement qui est sous blocus, mais non plus qui ne peut même pas être pris par ce groupe-là, parce qu'ils n'en ont pas la capacité militaire, ils n'en ont pas les moyens et ils n'en ont pas tout simplement la capacité. Et au-delà même de Bamako, aujourd'hui, quand vous regardez l'ensemble du territoire national, que ce soit à Kida, la Ménaka, Gao, à Tombouctou, je ne connais pas un chef-lieu de région qui échappe au contrôle de l'État malien. Et en plus de cela aussi, nous, on ne peut pas être assiégés, nos villes ne peuvent pas être prises par des gens que moi j'appelle des fugitifs, qui passent leur temps à se cacher, qui n'ont même pas des vrais noms, qui tous s'appellent Abou Ceci, Abou Cela. Parce que tout simplement, ce sont des gens en réalité qui sont inconnus du grand public. Quand vous regardez le parcours de ces gens-là, vous allez trouver en réalité que ce sont des individus qui ont un passé très moche en réalité, dans lesquels vous retrouvez beaucoup de choses très sales. Et c'est pour ça aujourd'hui, cette guerre informationnelle à laquelle notre pays fait face, ce n'est pas seulement la responsabilité des autorités maliennes d'y faire face, ni de la presse seulement, mais c'est l'ensemble des concitoyens maliens aujourd'hui qui doivent prendre acte et conscience en réalité de ce qui est en train de viser aujourd'hui notre pays et nos concitoyens. Parce qu'à travers cette... Oui, et quel doit être notre comportement dans ces cas? Parce que vous venez de le dire, les Maliens, la presse, la population, pour soutenir les autorités de la transition. Qu'est-ce qu'on doit faire? Justement, c'est d'abord prendre conscience qu'aujourd'hui, toute cette cabale médiatique dont on est victime, ça vise d'abord à prendre notre État et à le détruire. Et comment ils vont le faire? Ils vont le faire en séparant d'abord les populations de leur État, les populations de leur armée, les populations de leur élus, les populations de leur administration. C'est pour cela quand vous regardez l'expression ou le discours de ces groupes terroristes, vous allez toujours trouver qu'ils vont dire que les populations civiles n'ont rien à voir avec ça. Parce que leur objectif c'est quoi? C'est justement d'exprimer ce doute-là et de créer la confusion, parce que ce n'est que dans le chaos que des organisations comme Al-Qaïda et comme Daesh ont toujours triomphé. Donc on doit faire extrêmement attention à cela. La guerre à laquelle on fait face aujourd'hui, nous le voyons, ce n'est pas qu'avec les armes. Il y a la cabale médiatique, il y a la guerre économique, il y a la guerre médiatique. Il y a beaucoup d'autres aspects qui sont mis en avant par ces groupes. Et puis, bon, entre guillemets, tous ceux qui les soutiennent de par le monde. Et on ne doit pas aussi se laisser distraire par des experts que moi j'appelle des experts virtuels, c'est-à-dire des gens qui veulent relayer la réalité dans nos pays, la réalité que nos populations sont en train de vivre à travers des réseaux sociaux, à travers des mensonges grotesques. C'est pour cela que je dis que la responsabilité, elle est partagée. On ne peut pas laisser cette guerre seulement aux militaires, ni aux journalistes, ni tout le monde a un rôle à jouer dedans. Les journalistes ont un rôle à jouer dedans, les chefs de tribus, les chefs de fractions, les notabilités et les chefs religieux. Les chefs religieux, pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des gens qui utilisent les labels religieux pour parler d'un certain djihad, alors que qui connaît le Mali, c'est que c'est un pays majoritairement musulman, pratiquement 90-95%. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays dans lequel on doit
principalement venir essayer d'islamiser les gens. Nous sommes des musulmans depuis très longtemps. Mais ça, c'est un combat qui revient aussi à nos chefs religieux. C'est là où je trouve que sur ce plan-là, nous sommes très en retard. Pendant que ces gens-là sont en train d'endoctriner une bonne partie de notre jeunesse pour les faire croire que c'est l'islam, que c'est le djihad, c'est là où nous aussi, nous devrons justement avoir cette contre-offensive dans le combat religieux pour montrer que ça n'a absolument rien à voir ni avec l'islam, ni avec le djihad. Parce que nous, dans notre société, c'est une société musulmane de très longtemps. La tolérance a toujours existé chez nous. Et quand vous regardez le comportement de ces gens dans les zones qu'ils ont occupées, c'est pour ça que je dis à nos compatriotes du sud du Mali, ce que vous vivez là où que vous êtes en train de découvrir, nous on le vit depuis plus de 10 ans au nord, au centre du pays. Et quand vous regardez les traces de ces gens-là, ils n'ont absolument rien laissé à envier, c'est-à-dire ni au nord ni au centre du Mali, parce que ce sont des gens qui soumettent les femmes. T'as vu, ça défonce, hein? Et c'est disponible sur la Rivebox. Enfin, juste la bande-annonce, mais on en a plein. Des bandes-annonces? Ouais, c'est fric à tous les films. Mais nous, on a la bande-annonce. Vous ont eu à réaliser un projet quelconque, ni d'une école, ni d'un centre de santé, ni de l'eau, absolument rien. Mais quand vous écoutez ceux qui mènent cette guerre médiatique contre notre pays, vous avez l'impression que ça, ce sont des gens qui sont sains, qui épargnent les civils, qui vont amener un projet de société meilleure. Ils n'en ont absolument pas du tout. Al-Qaïda et Daesh, ce sont des organisations qui ne peuvent triompher que dans le chaos. C'est pour cela aujourd'hui, ils essayent de créer le doute dans nos esprits et dans l'esprit de nos populations pour les séparer de leur armée, pour les séparer de leur administration. Et ça, on doit absolument les rejeter et les combattre avec la plus grande fermeté. Parce qu'aujourd'hui, notre union, c'est ça notre force. Aujourd'hui, si nous arrivons à aider nos forces de défense et de sécurité, à aider notre administration, à aider nos autorités, et que les notables, les chefs, les élus, que chacun joue son rôle, en ce moment-là, on pourra venir à bout de cette menace-là. Tout à fait. Alors, vous l'avez certainement suivi également dans notre journal de 20h hier, l'appui du Niger au Mali, plus de 80 citernes qui ont été convoyées par la force unifiée à destination de Bamako. C'est quand même un geste fort de solidarité de la part de l'AES. Un mot par rapport à ça? Absolument, je n'en suis pas du tout surpris. Et je tiens aussi à remercier le président Tchani ainsi que tous nos frères nigériens pour cet acte de solidarité envers leurs frères maliens. Et c'est justement ça l'esprit de l'AES. Je l'ai annoncé même hier dans mon interview. Et ça exprime justement le fait que l'AES aujourd'hui c'est une réalité et que nous sommes effectivement solidaires les uns des autres. Et comme dans le passé aussi, nous avons été solidaires aussi avec nos frères du Niger et nos frères du Burkina quand ils ont eu besoin de nous. Mais au-delà de cela, l'AES est opérationnel au-delà de la solidarité. Parce qu'aujourd'hui, même sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, la force conjointe est opérationnelle. Elle arrive à mener des opérations de haute portée contre des cibles très importantes, notamment dans la zone triple dite des 3 frontières, où souvent ce sont des opérations qui sont planifiées entre les 3 armées, qui ont des succès énormes. Le Mali peut préparer une opération sur le plan renseignement. Après, vous allez trouver que ce sont des vecteurs aériens nigériens qui décollent de Niamey ou de Tawa pour frapper des cibles dans nos zones, vice-versa aussi du côté du Burkina. Et sur le plan diplomatique, à l'échelle internationale aussi, nous constatons effectivement que notre diplomatie parle d'une seule voix sur les sujets d'ordre international. Donc tout cela, en réalité, confirme aujourd'hui que l'AES est une réalité. Et c'est quelque chose que nos populations doivent accompagner, doivent soutenir, parce que notre salut viendra de là. Pendant très longtemps, nos États ont été victimes justement de cette séparation entre ces 3 États qui, en réalité, ont les mêmes problèmes sécuritaires, les mêmes problèmes politiques, les mêmes défis de sous-développement et tout ça. Et aujourd'hui, le fait qu'on arrive à créer cette synergie d'action dans tous ces domaines-là, ça va nous permettre de transcender beaucoup de problèmes auxquels nos populations font face. Alors, que dites-vous à cette population qui vous écoute ce soir? Si vous avez un dernier message à l'endroit du peuple malien, ça sera lequel en tant que membre du CNT? Moi, je dirais en tant que Malien tout court. En tant que Malien, membre du CNT, tout ce que vous voulez, je suis un Malien. Et mon message pour mes concitoyens, c'est de garder la tête haute. C'est d'avoir confiance en eux, c'est de ne jamais laisser le doute s'installer même une seconde dans nos esprits. Nous devrons absolument s'armer et pour faire face à cette crise, parce qu'elle est menée par des gens qui, je dirais, ne sont pas ni plus aguerris que nous, ni plus forts que nous, ni plus intelligents que nous. Mais notre force viendra de notre solidarité, de notre union, qu'on se donne la main, qu'on aide notre armée, qu'on aide nos autorités, qu'on aide nos notabilités, qu'on aide nos chefs religieux, qu'on soit tous comme un seul bloc face à cette menace-là, qu'on ne laisse pas le doute s'installer même une seconde dans nos têtes. Cette crise-là, elle est passagère et ces problèmes-là, nous allons les résoudre, nous allons les transcender, mais il faut que les gens se donnent la main et qu'ils regardent tous dans la même direction, toujours la tête haute. Merci bien, Monsieur Moussa Ag Acharatouman, membre de la commission défense du Conseil national de transition, pour avoir